Philippe Huette, nous vous recevons à la Galerne pour la parution de ce livre Les Émeutiers, paru donc chez Rivage. Vous abordez dans ce roman, car c'est un roman, la grève des métallurgistes à Vray. C'est un mouvement qui a quand même duré 111 jours, les émeutes firent 4 morts, des centaines de soldats et gendarmes ont quadrillé la ville du Havre pendant des mois, même après le conflit. Philippe Huette, c'est pourtant une histoire qui reste finalement très méconnue. Elle a pourtant fait trembler jusqu'au ministère de l'Intérieur. Oui, en fait, c'est ce qui me plaît un peu dans la découverte de l'histoire du Havre, dans la découverte de l'histoire ouvrière du Havre, c'est que déjà avec Jules Durand, on ne parlait plus du tout de lui depuis des dizaines d'années. J'ai un peu exhumé l'affaire, mais c'est une affaire complètement enfouie, enterrée, et c'est tout à fait vrai que cette grève incroyable, qui est une véritable épopée du prolétariat, est totalement méconnu de la plupart des gens, sauf des spécialistes sans doute. Et c'est vrai que l'intérêt pour un romancier, c'est que tout en narrant l'histoire, tout en la racontant, c'est de découvrir tout ce qu'il y a un peu d'enfoui derrière cette espèce de fleuve tumultueux qui pendant 111 jours s'est déversé sur la ville. Alors comme pour Quai de la colère, dont c'est un peu la suite finalement. En fait c'est un deuxième volet, ouais. C'est un peu la suite. Disons qu'il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge entre les deux bouquins, parce qu'on va retrouver donc des personnages, on va retrouver une ambiance, un décor, les lieux, et donc effectivement c'est un peu la suite. Alors, comme pour dans Quai de la colère, ce roman est inspiré, on l'aura compris, d'une histoire authentique. Fiction et réalité, vous prévenez le lecteur, y compris les personnages, s'y mêlent dans la plus grande liberté. Tout à fait. Oui, je prends les précautions parce que je ne suis pas un historien de métier. Donc, j'ai un socle qui est le socle véridique, authentique. À partir de là, moi, je délire comme je peux. Je raconte une histoire. Et ce qui est le cas depuis lesquels la colère, c'est qu'au début, j'étais un peu soucieux de savoir qui j'allais prendre comme personnage réel, qui j'allais prendre comme personnage imaginaire, comment j'allais m'en sortir. Et puis, au bout de plusieurs mois dans lesquels la colère, j'ai tout laissé tomber. Je me suis dit, allez, je vais au feeling et je verrai bien ce que ça donne. Et là, j'ai un peu, donc c'est la méthode que j'emploie, sans aucun calcul ni préjugé. Il y a des personnages réels que je sens, comme Siegfried, qui est un espèce de nom très très connu au Havre, et comme des noms de syndicalistes, et puis il y en a d'autres que j'ai construits de toutes pièces, mais disons avec par-ci par-là des bribes de personnages réels également. Mais c'est vrai que donc je fais un mélange. Le tout c'est que ça fonctionne en fait. Philippe Huette, je le sais parce que vous me l'avez dit hors micro, cela vous plaît de vous plonger ainsi dans ce genre-là. Je me sens bien dans ce genre-là, m'avez-vous dit. Pourquoi ? Parce qu'il fait appel à la fois au travail de journaliste et au talent de l'écrivain ? J'en sais trop rien. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que c'est une découverte de l'époque qui m'a séduit. Cette époque charnière de la révolution dite industrielle, qui entraîne derrière des sillages de souffrance sur le plan social, des sillages de progrès sur le plan économique. Il y a un basculement, je trouve, entre le 19e et le 20e, qui est vraiment spectaculaire. Et ça me passionne. C'est vrai que je m'y sens à l'aise, et c'est exact. Et là, je suis sur un 3e volume. Et j'ai au moins, pour l'écriture, je ne sais pas, mais j'ai une facilité pour emmagasiner les connaissances, pour me complaire dans l'ambiance, dans le décor, avec les personnages, qui m'étonne moi-même. Je suis un peu surpris, et je me dis que peut-être il serait temps. Je me découvre quelque chose qui était totalement inconnu, tant mieux, c'est une cure de jouvence. Voilà. Pour autant, et cela aussi vous l'avez plusieurs fois souligné, c'est que vous ne voulez pas que le journaliste rattrape l'écrivain. C'est-à-dire vous ne voulez pas vous laisser noyer sous la documentation, alourdir le propos, alourdir l'histoire, le roman. Tout à fait. Ça, c'est le gros souci. On me demande toujours, vous êtes beaucoup documenté. Oui, je me documente, évidemment. Mais j'ai derrière, sans arrêt, le souci premier de ne pas me noyer, dans une documentation. Alors, je suis bien obligé, de toute manière, pour avoir une connaissance minimale des choses que je raconte. Mais surtout, le plus dur travail, peut-être, c'est justement d'oublier la documentation, c'est de faire abstraction de tout ce que j'ai pu assembler
pour pouvoir écrire un roman où j'effleure des problèmes alors que je les connais par cœur, mais je veux surtout pas, comme on voit trop souvent dans des bouquins, une espèce de Wikipédia plaqué sur 2 ou 3 pages d'un seul coup comme ça, parce qu'on veut démontrer que on a une connaissance profonde du sujet. Non, pas du tout. Par exemple, dans les émeutiers, je parle de la division entre le syndicat CGT et le schisme, si j'ose dire, avec la CGTU, entre les réformistes et les révolutionnaires. Ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est pas de raconter, c'est d'essayer de le raconter légèrement. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Je veux d'abord que ça reste un roman. Il est indéniable que dans ce roman, les ombres de Jules Durand, dont l'affaire remonte à 1910, et la guerre de 1914, ce sont des événements qui planent sur le roman. Il faut aussi expliquer qu'au Havre, depuis la fin de la guerre, depuis 1919, les grèves se succèdent, le climat est lourd, on le retrouve bien dans l'ouvrage. En fait, le Havre est un bastion de la lutte ouvrière. Et un bastion de ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme. En France, c'est vraiment une forteresse. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a cet affrontement, il faut bien le dire, entre un patronat extrêmement puissant, désireux d'en découdre, avec un syndicat qui monte, avec derrière la grande peur de la révolution bolchevique, les rancœurs nées de la guerre, comme vous l'avez dit, et la lutte des classes qui là vraiment s'affirme d'une manière très tranchante. Donc le Havre est vraiment est un bastion de cette lutte, et c'est ce qui est assez passionnant également, parce que le patronat va essayer non pas de briser complètement le mouvement ouvrier, il veut surtout briser la tendance révolutionnaire du prolétariat qui l'inquiète beaucoup. Et ce qui est d'ailleurs remarquable encore là, c'est qu'on voit arriver un autre patronat. C'est ce qui me passionne également. C'est-à-dire que les grands notables locaux, là pour le coup, sont un petit peu dépassés. Ils sont dépassés, c'est terminé. On voit arriver les grands consortiums. Et là, il n'y a plus du tout de romantisme comme il peut y en avoir entre les grands patrons d'antan et les ouvriers. Donc, il y a tout un ensemble qui fait que tout en parlant comme ça, je suis passionné par cette époque, qui est vraiment une époque révolutionnaire à bien des titres. Alors vous l'écrivez, la défaite des métallos portera un coup terrible à la cause ouvrière locale. Et je crois qu'en 1922, en novembre, une enquête parlementaire a été ouverte, elle a été demandée. Je crois également qu'on en attend toujours aujourd'hui les résultats. Voilà. C'est cela, c'est souvent le cas, mais il faut dire aussi que c'est un peu l'ironie amère qu'on peut avoir, c'est que sous la pression des députés, comme il arrive souvent, il y a une commission d'enquête qui se forme et qui finit enterré dans un tiroir. Je crois qu'il doit y en avoir quelques centaines comme ça. Et les 4 malheureux qui ont été tués vraiment alors par hasard, il ne s'agit même pas de militants, il ne s'agit même pas de leaders, etc. Maurice Tronel, Georges Alain, Charles Victoire, Georges Lefebvre. Ouais, j'y pense parce que là je viens justement du Cercle Franklin où au premier étage il y a eu une exposition avec les portraits de ces 4 personnes, dont un jeune de 17 ans, quand on y pense, ça fait un an. Et c'est vrai que ça se perd et c'est vrai, au moins, si jamais par ce roman on peut ne serait-ce qu'évoquer, rappeler la mémoire de cette sombre affaire, ce serait pas mal. Pour terminer cet entretien, Philippe Huette, je crois qu'il y aura encore, alors j'allais dire une suite, il y aura un 3e volet, parce que ça finira par être une trilogie finalement. Oui, c'est cela. En fait, quand j'avais terminé Les Quais de la Colère, c'était terminé vraiment, oui. Et l'ombre de Durand s'est mis à planer sur moi avant de planer sur la ville. Et je me suis dit, ce serait bien quand même, malgré que le malheureux Durand est devenu inoffensif. Mais ce serait bien quand même de faire ça une espèce de fantôme qui flotte et qui continue à occuper les esprits, qu'on le rappelle sans arrêt. Et même dans le 3e opus, donc qui va s'appeler Le Feu aux poudres, qui paraîtra donc théoriquement au printemps 2016. Qui prendra pour cadre et comme époque 1936.
il y aura encore Durand. Il y aura encore Durand quelque part pour occuper, disons, les esprits et du patronat et de la classe ouvrière. Merci Philippe. Merci à vous.